Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain. Épisode numéro, là je vais avec ma mémoire, mais c'est vraiment pas la plus fiable au monde. Épisode numéro 7, je crois, de Divergence. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous encore une fois. Madame Catherine, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Je me rends compte qu'en disant Madame Catherine, j'aime ça, ça sonne un peu, ça m'a instantanément fait penser à un peu suppléante de français. Puis il y a quelque chose de nostalgique un peu, donc je pense que... Je me suis sentie de même, je me disais comme Madame Catherine, tu sais, comme exemple, les enfants quand ils reviennent de l'école parlent tout le temps de la prof, comme moi c'est un monsieur Daniel cette année, puis j'étais comme, c'est un homme, tu sais, mais habituellement c'est toutes des madames. Je me sentais comme une prof de primaire. Bon, je pense que ça vient de mettre un peu de l'avant notre... Pour ceux qui ont jamais vu nos grosses faces, un peu l'âge qu'on a, nos références, c'est genre l'éducatrice ou une prof de français. Fait que, good. Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui nous a été envoyé par Charles de Antilope. Antilope, qui se trouve à être une agence de placement publicitaire dans le web. Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on va commencer à faire, fait que je le mets tout de suite de l'avant. De plus en plus, on veut vous donner le contrôle sur les sujets qu'on va jaser. Il y a bien des affaires qu'on voudrait couvrir, mais en même temps, on veut couvrir ce qui est pertinent pour vous. Mm-hmm. Fait que soyez à l'affût, soit du LinkedIn de Catherine, de moi ou de Divergence. On va commencer de plus en plus à mettre des sondages sur comme, hey gars, voici des sujets qui nous ont été envoyés par les gens. Fait que, premier élément à retenir de tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. Puis le deuxième, c'est on va l'envoyer au vote pour s'assurer que justement, ça a toujours le plus d'impact, mais aussi dans la notion de timing. Donc, voyez ça un peu comme un podcast interactif où ce qu'on est que de simples serviteurs pour vous. Donc, le sujet de la semaine, la rémunération à la performance. Donc, Charles qui nous a écrit à savoir les bonus de performance, les salaires qui ont une base fixe avec justement une compensation par commission. Vous en pensez quoi? C'est-tu encore utile? C'est-tu contre-productif? Ça a-tu encore sa place? Donc, Catherine, je te laisse ouvrir le bal parce que de ton côté, l'avantage, c'est que... J'adore la rémunération. T'es une fille de cash, t'es une fille de chiffres, et en même temps, t'es dans une position où ce que par la nature de co-boom, je suis sûr que vous avez vos pratiques internes, mais en même temps, vous êtes dans une position de voir puis d'être exposé à plein de stratégies de compensation différentes avec vos clients. Fait que je te laisse ouvrir le bal un peu sur qu'est-ce qui est, mettons, pour toi, tu penses, le problème universel qui fait que c'est peut-être encore à considérer ou... Ben, moi, je pense qu'il y a des profils de personnalité qui, d'emblée, fonctionnent bien avec la performance, puis d'autres pas du tout. Donc, déjà, en partant, ça dépend. Est-ce qu'on devrait avoir comme des bonus de performance sur tous les types de postes? Pour vrai, je crois pas, là. Donc, en partant, il y a des types de postes, je pense, qui se prêtent pas avec le type de personnalité que ce type de poste-là attire. Ça, c'est un premier point. Il y a des secteurs aussi d'activités qui se prêtent pas. Du genre la construction, qui est régie par la CCQ, que tu peux pas faire grand-chose par rapport au bonus. Par contre, tu peux avoir des pics, comme exemple des perks, la voiture fournie, le plus beau coffre à outils, etc., qui peut être une rémunération, mais tu sais, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. C'est de la compensation cachée un peu, mettons. Ouais, que c'est ça, on va mettre ça de côté, mais tu sais, globalement, si on va dans les professionnels ou, tu sais, je parle des entreprises de services, des professionnels des entreprises manufacturières, etc., il y en a quand même, des postes de directeur, des représentants. C'est plein de domaines que moi, je trouve que ça vaut la peine d'en avoir. Pourquoi? Parce que pour vrai, la fluctuation des entreprises est immense. C'est-à-dire qu'il y a des années super performantes, puis d'autres années moins. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un discours transparent avec nos gens, puis dire comme, quand on gagne ensemble, mais quand on gagne pas, ben tu sais, voici à quoi ça peut t'attendre. Moi, je crois pas au 100% performance. Là. Je pense pas que ça existe. Il y en a-tu encore qui sont 100% Moi, j'en connais rémunérés variable? Moi non plus. C'est... Les dentistes. Peut-être. Mais tu sais, il y a un élément déjà là, mettons, que je veux... Parce que, pas que j'y vois une incohérence, mais tu viens un peu de dire une phrase qui est super importante pour moi, puis que c'est une des raisons pour laquelle je suis très frileux avec les performances, avec les bonus à la performance, la notion de quand on gagne en équipe. Donc, des éléments, tu sais, que des bonus, surtout, mettons, isolés par rôle, j'ai un certain, personnellement, malaise, parce que
au final, pour ton client, peu importe qui tu desserres, lui, il ne voit pas les différentes étapes du processus de marketing, processus de vente, processus de succès client. Donc, à partir de là, je suis comme, pourquoi est-ce qu'on valorise plus l'élément de vente alors que peut-être pendant 6 mois, de façon indirecte et intangible, le marketing a vraiment fait sa job puis que lui, je vois ça comme un long continuum qui fait que j'ai toujours un certain malaise ou une hésitation à aller donner un highlight en compensation salariale. Sur l'individuel. Exactement. Moi, je suis plus, c'est comme, de notre côté, c'est comme, quand il y a des surplus, il y a 10% des profits qui est redistribué de façon équitable et égale à l'ensemble des personnes dans l'organisation. Parce que, justement, c'est un travail d'équipe. Mais tu vois, c'est quand même de la performance. Oui, absolument. C'est un bonus à la performance, mais de groupe. Mais ce n'est pas de commission non plus, tu sais, comme, fait que c'est à voir un petit peu, là. Non. Nous, on a un mix des deux. On a le bonus bonus. Non. J'appelle pas ça bonus. Genre, je rectifie ça, c'est partage des bénéfices. Donc, tu sais, quand on dépasse notre profitabilité nette, on le divise en tout ça. Puis nous, c'est vraiment un bonus plus de fidélisation qu'un bonus de performance, là. Donc, l'année suivante, ceux qui sont encore là ont l'année précédente comme bonus. Donc, c'est vraiment plus de reconnaître comme une ancienneté, mais l'ancienneté dans le sens, t'étais-tu là l'année passée ou pas? Puis quand parce que tu as pris la peine de vraiment spécifier quand on dépasse le seuil de profitabilité nette, donc ça veut dire que c'est pas dès qu'il y a $1 de profit, on divise, mais vous établissez, ça prend un BAYA, exemple, à 10% ou quoi que ce soit, puis l'overhead, donc la marge supplémentaire. OK, parfait. Exactement, qui est divisé également, puis nous, on le divise selon le nombre d'heures travaillées. Point final. Puis là, si toi, tu fais plus d'heures, mais là, on est genre toi, là. Tu sais, c'est comme que donc t'es censé travailler, parce que nous, on n'est pas rémunéré à l'heure, là. Mais tu sais, comme exemple, j'ai-tu travaillé, comme exemple, moi, je suis revenue de congé de maternité en avril, tu sais, genre, fait un 8 mois, admettons, dans l'année 2022, là. Tu sais, exemple, en 2023, j'aurais un partage sur 8 mois et non sur 12 mois. Puis s'il y en a qui étaient là, qui sont arrivés à 6 mois, ben, ils ont 6 mois. Donc, à l'inverse, si tu calcules à l'heure, quelqu'un qui, exemple, fait de l'overtime tout en étant sous-performant, se trouve à être bénéficié dans un modèle comme ça, non? Ben, c'est parce qu'en fait, nous, vu qu'il est pas à l'heure, il est annuel, que, tu sais, exemple, tu comprends? OK. Tu calcules un bassin d'heures, mettons une personne à 35 heures semaine, 52 heures, le maximum admissible, c'est ça. Exactement. Parfait. Exactement. Que ça c'est un point. Par contre, nous, on a la commission, puis moi, j'étais une fervente, là, c'est dans mon profil rouge, je suis une fervente de la commission individuelle parce que de la vente, je trouve vraiment que ça se travaille individuellement. Là, c'était comme Catherine Dubé, genre, individuellement. Okay. Puis là, je sais que t'es pas d'accord, parce que mon équipe était clairement pas d'accord. Je suis à convaincre, honnêtement, puis je le dis, je vais être teinté tout au long de cette discussion-là parce que j'ai un mauvais rapport avec l'argent, avec les finances, encore plus avec les ventes. Ah, moi, j'aime tellement ça. Ben, les ventes, je suis pas mauvais. Puis comme j'ai mention spéciale à une personne que j'adore, Paul Reich, président de chez Ceratec, qui a désespérément essayé de me faire comprendre que je suis le premier qui devrait être aux ventes dans ma business parce que je suis très bon pour le faire, mais le niveau d'énergie que ça me demande est disproportionnel aux bénéfices nets que je vois que ça peut générer pour la business, fait que je suis pas là. Mais c'est sûr qu'à partir de là, je veux dire, par rapport à ma mauvaise relation avec les ventes et l'argent, c'est sûr que ça a un impact sur le modèle, je veux dire, de compensation qu'on a au sein de l'organisation. Et c'est peut-être un problème en soi. Fait que c'est pour ça que je suis content que Charles ait amené cet élément-là parce que je suis capable de voir autant du bon que du mauvais. Puis j'ai l'impression que cette discussion-là, autant va aider les gens que va m'aider moi-même personnellement. Mais je suis très ambivalent, en effet. Bon, ben je vais t'expliquer ma rémunération par rapport aux ventes, parce que moi, ça, c'est ma passion. Moi, j'adore les ventes. Je suis vraiment excitée. Je vais t'engager, alors. Ou pas. Je devrais peut-être pas me gérer. Non, en effet. Mais, grosso modo, nous, on a, puis tu sais, je vais expliquer on a 5% de la valeur, exemple, d'un projet. Tu sais, mettons que le projet, on va prendre des chiffrons, le 10 000 et 5% du 10 000 qui va en commission. Puis moi, au départ, j'étais comme ça devrait aller en commission à 100% à la personne qui a vendu. Puis là, il y a une personne qui a dit, ouais, mais si toi, Catherine, tu fais des ventes, c'est parce que nous, on soutient derrière. Je suis comme, pas tort. Donc, il y avait une portion d'équipe. Puis là, la portion d'équipe, pendant une couple d'années, là, parce que ça a évolué dernièrement, là, mais la portion d'équipe était comme, exemple, si c'est un nouveau client, tu sais, exemple, le nouveau client que moi, je démarche par moi-même, mais là, 100% de la commission avec moi, mais si c'est un client récurrent, nous, notre business model, il est basé sur de la récurrence. Donc,
comme 60% de nos ventes sont des anciens clients. Okay. Donc, là, tu sais, exemple, oui, Catherine a fait la vente, là, mais tu sais, c'est même pas toi qui as fait le mandat, ou tu as fait le mandat, mais c'est même pas toi qui as fait la vente, que ça crée un peu de... L'injustice. Ben oui, puis il y avait réellement une injustice. Que là, il y a une portion qui est individuelle dans la commission, puis il y a une portion de groupe. Qui là, exemple, sur le 5%, mettons, là, on a 500$, ben là, il y a comme 40% du 500$ qui va dans les poches de Catherine parce que c'est elle qui a fait la vente, puis le 60% va également dans les membres de l'équipe. OK, fait que ton cap est à 5% tout le temps, puis après ça, c'est une game de ratio. OK, génial. Exactement. Puis là, il y a un ratio personnel individuel. Et dernièrement, on a ajouté quelque chose parce que on a eu une rotation de personnel. Parce que l'aspect d'équipe, là, est le fun quand l'équipe, c'est toute la même équipe qui joue ensemble depuis un moment. Mm-hmm. Parce que là, c'est vrai qu'on s'est équilibré. Mais tu sais, admettons que tu as la moitié de ton équipe qui a changé, puis là, tu partages également dans l'équipe, mais les 6 nouveaux, là, ils étaient pas là ils sont rentrés, puis là, tu partages encore. Il y a comme une frustration de ceux qui sont réellement en performance, tu comprends? Oui. Et là, il y a eu un équilibre ouais. Mais il y a quand même, tu sais, moi, j'avais vraiment une ambivalence parce que, pour vrai, tu sais, avant que la personne soit vraiment en pleine contribution, ça prend quoi, 6 mois, 1 an? Tu sais, exemple, qu'elle soit dépendant du rôle, etc. Que, tu sais, avant que l'ancien client, qu'on dit que l'ancien client appartient à l'équipe, mais avant qu'il appartienne, que toi, tu fasses vraiment partie de l'équipe, il y a comme un moment. Mm-hmm. Bref. Ce qui a été défini par l'équipe, puis là, je trouvais ça quand même intelligent, c'est que il y a des objectifs individuels, mais au niveau de ce que t'es rentré. Tu sais, admettons que toi, t'es nouveau, là, ben, on s'attend à ce que ta portion individuelle soit, exemple, beaucoup plus petite que moi, qui est comme là depuis plus longtemps. Tu sais, ma performance, on a des objectifs de performance différents. Puis dès qu'on atteint notre objectif, qui est vraiment selon notre niveau de capacité, puis lié à notre salaire aussi, on fait partie du pôle d'équipe. Que là, maintenant, c'est pas tout le monde qui fait partie du pôle d'équipe, mais c'est si tu viens aider l'équipe. Exactement. Mais par contre, après, on partage dans le pôle d'équipe, on repartage également dans les membres. Puis à quel point c'est complexe? Parce que je veux dire, c'est vraiment complexe. Je comprends la logique. Mais c'est pas moi qui gère ça, les mathématiques. C'est qui? C'est Noémie. Noémie fait un super beau tableau. Mais ça reste que je veux dire, c'est complexe pour une personne dans l'organisation. Donc, je veux dire, je pense pas que cette personne-là, mettons, a tripe à faire ça, là. Ouais, mais c'est pas long, là. Tu sais, comme exemple, c'est pas comme si on fait des ventes. Nous, tu sais, en moyenne, ma vente moyenne est pas 50$. Tu comprends? Si je gérais 50$, clairement, ça marche pas. Je comprends que c'est du high ticket, là. Mais reste que, tu sais, il y a comme 2 éléments qui me frappent un peu dans ce que tu dis. Ça prend genre 1 heure par mois à gérer. Ah, pas plus que ça? Non. OK. Parce que, tu sais, c'est comme exemple, quelles sont les ventes qui ont été conclues dans le mois dernier? C'est qui a fait la vente? OK. Si tu as un ancien client, oui, non. Bon, là, ça, c'est assez... Tu sais, tu passes les clients, c'est qui a fait oui, non. Ça, dans le CRM nous le dit. Okay. Puis après, c'est qu'une fois par année, à la fin de l'année, on regarde qui a atteint ses objectifs, puis la portion de l'équipe, on la split dans ceux qui ont atteint l'objectif dans l'année. OK. Fait que ça reste, mettons, 3 niveaux, mais 3 niveaux de décision binaire. Exactement. OK, bon, c'est pas... C'est vraiment pas si long. Et, pour vrai... Là, c'est le fun parce qu'il y a de l'entraide entre les gens. Parce que c'est ça le piège de la rémunération, de la performance individuelle, c'est la compétition au sein de l'équipe. Mm-hmm. Ça, pour vrai, c'est malsain. Tu sais, admettons, il y a certaines entreprises qu'on le sent, là, qu'ils sont même pas en train de s'entraider parce qu'ils sont comme c'est mon client, nanana. Ouais, ils sont juste en train d'essayer de remplir leur quota. Exactement. Mm-hmm. Puis là, la façon que il y a vraiment une entraide dans l'équipe. Tu sais, exemple, moi, je suis pas capable de signer tel client parce que j'ai pas telle compétence, ben je vais aller chercher ma collègue. On va le partager ensemble. On va réaliser l'objectif ensemble. Il y a tout un aspect, tu sais, nous, on a la valeur d'esprit d'équipe. Ben, dans ma rémunération, même s'il y a de la performance, parce qu'il y a quand même un aspect individuel, puis tu sais, comme, de juste dire comme quoi que c'est tout séparé, c'est parce qu'il y en a qui sont quand même comme moi, qui nourrissent de performance, que je nourrissais pas ceux qui étaient comme performants, qu'on a trouvé l'équilibre entre nourrir mes performants. Puis c'est surprenant, mais avec l'équilibre de l'équipe, j'ai certaines personnes qui aimaient vraiment pas les ventes, là. Je salue ma Laurie Maud, qui était comme, détestait, là, tu sais, avait les bras croisés, là, pendant ma rencontre de vente, là, tu sais, elle était comme parler d'argent. Elle a eu un background, tu sais, d'essayer de vendre des plans d'entraînement, là, elle est comme... Ouais, elle s'est fait brûler. Plus capable. Oh, ouais, plus capable. Puis, là, elle est comme, hey, c'est le fun, parce que là, on s'entraide, puis il y a tout un... Mais est-ce que c'est on top de leur salaire? Leur salaire. Faut comprendre. Est-ce que ça fait... je sais pas. Du fait que, dans le fond, c'est un repartage
des bénéfices, ça fait que, tu sais, déjà là, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre puis avoir un salaire qui est confortable. Donc, tu sais, c'est un extra sauce à la fin de l'année. Oui. C'est une heureuse surprise, appelons-le comme ça. Mais, tu sais, ils ne sont pas, je vais dire, pénalisés dans la valeur de rémunération par défaut. Non, ils sont pas comme payés 15 piastres de l'heure. C'est ça. Puis, comme dans ton cas, est-ce que tu englobes, parce que vous n'avez pas de département de vente, chaque conseiller joue aussi à titre de vendeur, de ce que j'entends. Exactement. Donc, ton pool, ça se trouve à être un peu interdépartemental, dans le fond, tes experts, ton équipe au marketing ou whatever. Fait que, c'est ça, un peu tout le monde. Y a-tu des... Puis quand tu dis un peu tout le monde, est-ce qu'il y a des rôles qui sont exclus de ce pool-là? Pas en ce moment, mais il y a, par exemple, ma personne à l'administration qui soutient dans les subventions, là, elle est amenée à... C'est un peu plus long avant qu'elle se développe pour être capable de faire de la vente, mais on l'amène doucement vers ça. OK, mais elle reste admissible, mettons, au bassin 100%. De personnes. OK, parfait. Exactement. Okay. Fait que ça reste un team effort, que c'est pas... Exactement. Je pense exactement. OK, parfait. Puis, c'est vraiment quand même motivant. Et ça fait une différence quand même, ça fait pour vrai, ça fait quand même une différence. Tu sais, le partage des bénéfices, on s'entend, c'est vraiment du gravy, mais la commission qui vont chercher le plus, pour vrai, il y en a qui vont chercher des super beaux montants là, grâce à ça. Que tu sais, ils ont exemple, tu sais, moi je suis dans une PME, que je sais pas les salaires des Big Five, là. Donc, mais en travaillant une semaine normale, ils vont aller chercher des salaires qui vont toucher, tu sais, j'en ai une que, tu sais, toucher dans les 6 chiffres, mais pas en travaillant 80 de façon heures semaine. Puis pas, elle a pas comme 10 ans d'expérience, on s'entend? Elle a 3 ans d'expérience, puis elle a été capable justement d'aller chercher un salaire super intéressant. En combinant la prime au pool et sa prime individuelle? Oui, exactement. Puis excluant la partage des bénéfices, qui, tu sais, ça pour moi, j'étais comme... On s'entend, pour moi, c'est pratiquement... on the top, là. OK. En regardant juste son salaire. T'as ton partage de bénéfices, t'as après ça commission. Fait que, mettons, commission, même si tu faisais pas de bénéfices, il y aurait quand même la structure de commission. Il y a toujours de la commission. Il y a toujours la commission. Commission, dès que tu fais une vente, elle est là. OK. Que la commission, ben, tu sais, si elle est vendue, elle est faite, là. Comme parce que vu qu'on fait du service conseil, c'est pas comme tu achètes une voiture, tu pars avec, donc tu as ta commission automatiquement. Là. Le service est rendu. Puis je te dirais que la performance, là, vraiment, j'ai vu beaucoup d'entreprises, là, ceux qui ont des bonus de performance individuelle, c'est très... Quand il n'y a pas de bonus d'équipe là, qui sont liés à individuel et équipe, ça crée une culture vraiment absurde au sein de l'entreprise. Puis quand t'en as pas du tout, c'est comme si, exemple, s'il y a des choses moins agréables, tu sais, parce que la vente, comme tu viens de dire toi-même, tu te dis, moi, j'ai un rapport avec l'argent qui est pas top. Oui, mais en même temps, je veux dire, quelqu'un, un vendeur, parce que vraiment, qui regarde ce que je fais, fait comme Chris, je fais jamais ça dans 100 ans, parce que, tu sais, comme on a toute une aversion à quelque chose. Moi, c'est la vente, puis le vendeur, ça se peut que ce soit la gestion. Fait que, tu sais, ce qui est inconfortable pour moi peut être la zone de confort d'une autre personne. Fait que, je pense pas que c'est plus difficile, c'est juste c'est des profils tout simplement différents. Oui, mais ça, en même temps, moi, je serais pas capable de faire 100% de juste développement des affaires. Tu sais, souvent, c'est le bouche à oreille, dans mon secteur d'activité. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un secteur, exemple, chez vous, qui fait, exemple, je pense à un de mes clients là, qui est en service, puis lui, c'est la rétention des clients qui doit être fait par tout le monde, parce que si personne s'y met, il peut avoir vraiment une dégradation du portefeuille client rapidement. Puis là, ça vaudrait la peine. Tu sais, moi, je trouve que d'avoir un objectif de performance lié à une rémunération de performance qui touche ton modèle d'affaires puis qui est clé, c'est vraiment important. Moi, je le vois vraiment, tu sais, comme dans ton modèle d'affaires, c'est quoi l'élément qui touche tout le monde puis que tout le monde devrait, tu sais, y mettre du cœur puis un peu d'énergie. Ça, c'est ma phase de gars qui est en train de réfléchir et s'ouvre tranquillement aux possibilités. Puis, le pire, c'est que c'est un peu ironique. Tu sais, je fais partie de différents regroupements de gestionnaires, founders de techno, puis une des personnes dans un de mes regroupements nous a posé une question cette semaine parce qu'il s'enlignait à faire quelque chose. Puis, tu sais, je suis capable de coacher cette personne-là pour trouver la bonne affaire, mais je suis pas capable de le réfléchir sur le sens du monde sur le mien. C'est moi la façon que je le pense. Si je devais le faire chez Dudac, il y a comme 2 ans, tu sais, là, évidemment, c'est en maintenant, comme tu l'as mentionné, comme ce que vous avez de votre côté aussi, le partage des bénéfices. De notre côté, bon, mais nous autres, on l'a capé. Dès qu'on fait une pièce, 10% de cette pièce-là va être redivisée dans l'ensemble de l'équipe au prorata de combien de mois tu as été dans l'année, un petit peu comme vous à ce niveau-là.
Puis le volet plus vente, peut-être que là, c'est spécifique à notre contexte dans le techno, mais je pense que ça peut se prêter, entre autres, justement, à ceux qui sont plus dans le service professionnel, puis vente d'expertise en général. Ta commission, si le lead, admettons, si ton client, il est inbound ou outbound, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les termes, c'est est-ce que cette personne-là t'a trouvé d'elle-même? Donc, ça veut dire que si on signe une personne qui était inbound, c'est le fruit du marketing et des ventes. Oui. Versus outbound, donc c'est un élément de prospection intentionnelle. Ben là, c'est beaucoup plus une initiative de vente, donc le ratio, admettons, de compensation ne serait pas le même. Une commission, puis là, je veux dire, j'ai pas réfléchi c'est quoi que je voudrais mettre en place comme pourcentage de commission ou quoi que ce soit, mais pour un lead inbound, pour moi, ça fait du sens que ce soit du 50-50. Moi aussi. Ou Moi, je vois du ça. 60-40 même, parce qu'un inbound... Oui, parce que c'est le marketing qui a fait la job. Exactement, puis dépendamment de vos stratégies de marketing, c'est plus dépend, organique, c'est plus ouais. longue durée, si vous n'êtes pas tant justement comme agressif, mais très, on crée du contenu pour que les gens nous trouvent par eux-mêmes, par un lien de confiance, ben c'est très énergivore, puis ça demande la créativité du côté marketing, ça doit être reconnu. Fait qu'un 60-40, d'après moi, fait du sens. Mais à l'inverse, si c'est juste les ventes pures, ben un 25% marketing, 75% commission au vendeur à ce moment-là, pour moi, fait du sens. Puis là, c'est la réflexion à partir de là de est-ce que c'est juste avec l'équipe de vente? Est-ce que, soyons honnêtes, c'est une business de techno, des développeurs eux-mêmes vont l'assumer. C'est pas des machines de pilleurs. C'est pas des gens qui aiment parler. Mais est-ce que ça fait qu'on devrait les exclure de cette admissibilité-là? Je pense pas. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir quelque chose à large? J'ai comme, hey, si tu connais une personne qui a un besoin, ship-les aux ventes. Puis à partir de... Exactement. À partir de là, tu auras une commission possible. Mais en même temps, c'est pas le dev qui fait la vente. Donc, à partir de là, faut-tu que je considère un troisième palier qui est peut-être 25, 25, 50. Fait que je suis là, à tous les fois, c'est là que je me perds. Je suis comme, hey, ça commence à être compliqué pour une business de 11 employés. Fait que je suis comme... Ben, en même temps, c'est là de voir... Est-ce que toi, tu sais, comme moi, je sais que le nerf de la guerre, chez nous, c'est vente. Donc, j'ai mis un bonus par rapport à ça. Mais tu sais, admettons que toi, c'est dans on s'entend là, dans tous les business, c'est la vente, mais admettons là, que c'est pas nécessairement précisément là, c'est, je sais pas, le service à la clientèle, la qualité. On est impeccable. Bon, ben c'est ça. Ben, voilà. Mais tu sais, admettons, là, c'est où dans ton modèle d'affaires que ça blesse? C'est génération de leads et vente comme la majorité des entreprises, je te dirais. C'est ça, que tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre de la performance où est-ce que ça blesse pour encourager les gens à avoir une conscience par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup parler de vente interne versus vente externe. Je t'explique. Vente externe, c'est pour moi, c'est le client, il n'est pas encore client, mais vente interne, on fait en sorte que le client continue à rester toute la fidélisation. Ce qu'on appelle un upsell de notre côté. Donc, le client qui est déjà avec nous, comment il consomme plus de nous. T'sais, moi, c'est sur vente interne que j'aime bien mettre des objectifs parce que je trouve que peu importe qu'est-ce que tu fais dans le business, on devrait collaborer ensemble. Puis là, c'est là peut-être de dire, ben, je mets un objectif d'équipe sur la vente interne. Puis le développeur, même si lui parle pas directement au client, y a-tu un souci d'amener des idées pour permettre à ça? Tu comprends? Puis est-ce que tu vois une viabilité ou une contre-indication à l'inverse? Par exemple, juste avoir des commissions sur les ventes internes et non pas externes? Non, pas du tout. Même au contraire, ce serait J'essaie de voir, y a-t-il un angle mort en termes de ce que ça dit comme message aux employés ou culture? Est-ce que ça peut amener quelque chose de contre-productif? Vite comme ça, j'en vois pas, ce qui d'habitude est un bon signe. J'en vois pas. Là, on va demander à nos auditeurs, auditrices, peut-être qu'on on n'est pas des experts de vente, là, comme on shoot de shit selon nos réalités. Fait que... Je pense que, tu sais, exemple, dans une business un peu comme toi, là, tu sais, je le verrais, ça, d'avoir un objectif de vente interne, puis exemple, parce que les upsells, c'est un de nos KPI mesurés, comme avec un objectif annuel de comment on veut générer de revenus exclusivement d'upsells, ces éléments-là. Ouais. Donc, de là, puis en même temps, vu que là, on embarque un peu dans les éléments plus peut-être avancés pour des personnes, mais t'as pas de coût d'acquisition sur celui-là, donc à la limite, tu peux te permettre ton coût d'acquisition sur tes revenus d'upsell. Exact. Comme marge ou coussin, je vais dire, que tu peux assumer pour jouer, pour paramétrer, ce qui serait pas idiot. Fait qu'on verra si mes employés écoutent ce podcast-là, parce que clairement, je suis en train de leur dire qu'ils vont peut-être avoir plus d'argent. Peut-être que ça fera des vagues. Un élément qu'on n'a pas parlé, par contre, puis moi je trouve que c'est directement relié avec la notion de est-ce que ton entreprise devrait avoir des commissions de vente, devrait avoir justement des incitatifs à la performance, c'est
ton cycle de vente, il a l'air de quoi? Puis aussi, c'est quoi l'expérience client que tu veux avoir? Parce qu'on en a parlé un petit peu dans un autre épisode, je ne sais plus c'est lequel, la notion des hunters et des farmers. Oui. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté et qui ne connaissent pas le concept, en vente, tu as de façon plus dominante 2 profils. Tu as les farmers, qui est très mon genre. C'est des personnes qui... C'est pas eux autres qui vont te garantir des ventes demain, mais c'est des personnes qui vont te garantir des ventes qui vont avoir un lifetime value beaucoup plus haut parce qu'ils prennent le temps de bâtir des vraies relations authentiques avec des personnes. Donc, c'est une personne qui va investir du temps, des ressources, qui va faire le petit step de plus, puis ça va être plus long. C'est aussi mon style, ça. OK, ben tant mieux. Tu sais, moi, c'est lui qui me parle. Je suis moins hunter. Moi, mais ça en prend des hunters. C'est des hunters, c'est des personnes, ils n'ont pas encore closé la personne, mais dès qu'ils sont assez confiants que ça va arriver, ils sont déjà en train de cruiser une autre personne. Ouais. C'est souvent les meilleurs performeurs en vente. Oui. Mais il y en a pas beaucoup. C'est même pas 10% des vendeurs, j'ai l'impression. C'est des top guns. Puis, ultimement, puis là, qu'à juger moi, je fais possiblement une généralisation, c'est des personnes qui prennent de l'espace. C'est des personnes qui, justement, ils ont le couteau dans les dents, puis c'est très, gars, si t'es dans mon chemin, je vais te tasser. Parce qu'ils sont motivés profondément par le thrill de la vente, ce qui n'est pas nécessairement juste l'argent. Faire une vente, pour ceux qui vous avez fait de la vente, vous le savez. Là. Oui. Ton simple cycle de vente, ou à la limite ta journée de vente, peut faire que ta journée, à 8 heures, c'est le top, à 11 heures, c'est de la marde, à 2 heures, t'es le roi, puis tu pourrais prendre ta retraite, puis à 4 heures, t'as le goût de genre démissionner. Hein. C'est ça la réalité des vendeurs. Mais le thrill qui vient avec la notion de justement comme c'est une montagne russe d'émotions, les ventes, mais le thrill qui vient avec, OK, genre, là, je suis allé chercher, là, j'ai réussi. C'est des micro-victoires, là. Au final, c'est comme un combat mental, donc il y a clairement une bonne dose de dopamine. Fait que, mais c'est ça, c'est pas des personnes qui vont nécessairement bien, je vais dire, s'intégrer dans les cultures d'entreprise. Non. Ou à l'inverse, je suis pas en train de dire qu'un hunter est une personne toxique, absolument pas. C'est juste qu'il faut que ce soit aligné avec c'est quoi les objectifs puis la vibe de l'entreprise. Tu pourrais avoir des entreprises qui ont juste des hunters puis que ça va être une très belle culture parce que les gens parlent le même langage. Oui. Donc, à partir de là, il n'y a pas un écart, il n'y a pas un contraste de personnalité. J'en ai jamais connu. T'en connais-tu, toi? Qui ont que des hunters. Ouais. Tu sais, qui ont une entreprise de hunters? Ben, vu direct, non. Entendre parler, oui. Puis, tu sais, comme ça va être très dans les éléments de téléphonie, entre autres, ou, tu sais, pour des choses que tu as du très haut volume avec des factures, je vais dire, petites à taille moyenne. Fait qu'il faut que tu en closes beaucoup pour que ça soit intéressant et pour le vendeur. Je fais jamais ça. Moi non plus, je serais inapte. Fait que, tu sais, c'est quelque chose quand même qu'il faut rentrer en tête parce que si votre profil ou l'expérience client que vous voulez donner, parce que votre cycle de vente a un impact direct sur l'expérience client qu'il va avoir. Est-ce que les clients, on veut aller à leur vitesse ou on veut travailler à les amener à notre vitesse? Ton vendeur a un impact direct là-dessus. Ouais, donc, de là, est-ce que ta commission, tu sais, un hunter, d'habitude, va avoir une commission plus haute parce qu'il prend plus de risques et il y a plus un input direct sur c'est lui qui va aller le closer. Ouais. C'est pas le team effort, c'est comme donne-moi son nom, son courriel pour m'occuper de tout. Alors qu'un hunter, ben plus que le cycle de vente est plus long, la personne est plus exposée longtemps. Farmer, quand il est plus long, ouais. C'est ça, un farmer, si le cycle de vente est plus long, ben la personne va être exposée plus longtemps au marketing, va avoir plus d'échanges possiblement avec l'équipe de support, succès client. Donc, tu sais, on parle pas juste à une personne. Oui, la personne qui va le closer, c'est ton farmer, mais ton client va peut-être passer dans les mains de 3, 4, 5 personnes. Donc, c'est là que ça devient un team effort. Donc, la commission, est-ce qu'elle est plus individuelle? Est-ce qu'elle est plus d'équipe? Est-ce que justement, à cause du cycle de vente, on peut se permettre une haute commission. Plus ton cycle de vente est long, théoriquement, plus ta marge est petite au final parce que tu investis plus d'efforts à aller chercher. Donc, c'est un gros jeu mathématique, là, quand même, de comprendre puis de mettre en place une bonne structure de compensation, là, sans y perdre tous les cheveux de la tête. Là. Charles, t'en as de lousse, c'est pas un problème. Mais... Toi, Mathieu, un peu moins. Un petit peu moins, exactement. Mais pour vrai... Derrière tout ça, il faut comprendre, avant de donner des commissions puis une rémunération, il faut que tu comprennes ton modèle d'affaires puis ta profitabilité. Là. Parce que tu peux pas juste dire comme OK, à partir de maintenant, on donne 5% de peux-tu te le permettre? À partir de quand peux-tu te le permettre? C'est ça, c'est des questions exactement. Tu sais, maîtrise-tu tes chiffres? Parce que quand on joue dans la rémunération, c'est de maîtriser ses chiffres. Puis aussi, est-ce que tu sais c'est quoi les salaires dans ton secteur d'activité? Parce que aussi, moi, je pense que des fois, tu peux aller chercher des personnes. Exemple, tu es une plus petite entreprise avec du variable, tu peux aller réussir à attirer des gens un peu plus forts.
mais au moins tu vas être garanti du résultat, tu sais. Exemple, tu vas payer la valeur, mais avec le résultat qui vient avec. Ah, ben, c'est de la gestion de risque au final, autant sur le risque de l'entreprise que le risque du vendeur, parce qu'un bon vendeur connaît sa valeur, c'est ce qu'il peut générer. Exact. Mais à partir de là, tu sais, le risque, tu sais, mettons, techno, moi, ça, c'est un de mes casse-têtes. Ça fait longtemps que je sais que j'aurais besoin possiblement d'un vendeur. Mais le baseline, à cause de la compétitivité de notre secteur, est tellement haut que juste le baseline, j'ai de la misère à me le permettre. Lorsqu'on ajoute en plus les perks, plus compensation, je suis comme, c'est impossible dans mon cas, dans ma situation présentement. Je te comprends. Parce que en techno, un vendeur, peu importe à qui je parle, on aurait dit que ça commence à 180 000 par année en montant. Je suis comme, Ah ouais. fait que c'est pas. Puis pourtant, je parle après ça avec des personnes plus dans le manufacturier, quoi que ce soit. Puis c'est comme, mais non, à 60 000, t'es capable d'en aller t'en chercher un. Je suis comme, hey, pour vrai, l'industrie va faire, va du double au triple pour la même fonction. Ah oui. Fait que oui. c'est difficile de se faire une tête sur qu'est-ce que vaut un vendeur pour moi et mon aisance au risque aussi, là, parce que ton vendeur, combien de temps ça va y prendre avant d'être autonome? Tu peux pas t'attendre à ce que ton vendeur, en 3 mois, pogne ses objectifs, le temps qu'il absorbe le produit, l'équipe, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi ce qu'on appelle le runway? Donc, le coussin que tu dois avoir de côté, qui est juste là pour être sacré au vidange. Ton coût d'intégration globale d'un vendeur avant de pouvoir commencer à avoir des attentes de retour dessus. Ben, c'est pour ça, en fait, moi, j'ai l'impression que, puis tu sais, on dévie un peu, mais c'est pas grave. Pour avoir des vendeurs, il faut que tu connaisses très bien la longueur de ton cycle de vente. Parce que c'est là que tu vas être capable de savoir ton coussin. Puis, tu sais, admettons que ton cycle de vente, il est 2 ans. Trois variables que moi je vois. La longueur de ton cycle de vente, ta vélocité, donc combien de clients tu signes. Oui. Fait que, tu sais, ton cycle qui est long, OK, c'est une chose. Combien t'en signes quand même, admettons, à tous les mois, puis ta valeur à vie. Parce que c'est là que tu vas être capable de savoir, OK, par rapport à mon cycle de vente et combien j'en signe, ben, si je signe quelqu'un aujourd'hui, à cause de mon coût année 1, admettons que mes objectifs, il va peut-être rentrer une fois son salaire, puis qu'il va juste être à plein régime dans 3 ans. Bon, ben, dans mon 3 ans, à partir de où je pogne mon seuil de rentabilité? Si tu après 18 mois, si tu après 20 mois, puis ça, ben, ça va être impacté selon la valeur à vie et ta vélocité. Fait que, tu sais, il y a des mathématiques avancées un peu à faire derrière ça. Puis là, on compte juste pour un. Là. La journée que tu as un département de vente, c'est plus la même game parce que c'est plusieurs personnes, c'est plus de risques de runway à assumer. Puis à partir de là, ben, c'est plus de commission aussi que tu donnes. Là, parce mais c'est le premier qui est tough, je pense. Possiblement, tu sais. T'es dans une meilleure position que moi pour l'estimer. À date, les 2 fois que j'ai essayé, ça a été un échec. Je suis capable de le dire, là, puis c'est pas si les gens qu'on a engagés vous écoutez, c'est pas vous l'échec, c'est moi le prendre sur moi. Là. Non, mais moi aussi, en passant, là, j'ai le côté vendeur, on l'a essayé, puis ça n'a pas fonctionné, kaboom. Mais je pense que c'est aussi nos industries qui sont spéciales, tu sais. Nous, tu sais, c'est pour ça, moi, je suis dans une autre formule, puis je crois beaucoup aux relations long terme. Mon marketing est basé autrement. C'est beaucoup le bouche à oreille que je nourris via C'est pour ça que le marketing, pour moi, est beaucoup plus important qu'avoir un vendeur, parce que je peux pas juste aller faire du porte-à-porte ou du cold call. Là. Exact. Mais ça, c'est propre à chaque entreprise. C'est ça que j'allais dire. Si on met en contraste, c'est ton approche, tes clients, c'est pas impossible que tu ailles en chercher, exemple, hors Québec ou quoi que ce soit, mais ton marché est beaucoup plus local, géographiquement. Donc, 100%. Tu peux... Puis, je veux dire, tu vends des heures. Donc, il y a une capacité maximale à ce que tu peux aller chercher. Non, OK, parfait. Mais quand même, tu calcules un nombre d'heures pour un certain mandat pour calculer ta charge possible avec ta gestion de capacité. J'ai X nombre de personnes, combien de mandats en même temps je peux prendre. Tu as un capping que tu peux faire. Fait que toi, tu peux te permettre de rider pendant des années sur du marketing inbound puis du bouche à oreille parce que justement, c'est stable et il n'y a pas de risque que, tu sais, demain matin, 400% d'augmentation de demande de mandat, ta business ne peut pas l'assumer. Donc, ta business présentement n'est pas scalable du jour au lendemain. Exactement. Fait les méthodes de vente, c'est ça, ce qui est mon cas, admettons. Oui. Fait que c'est pour ça que moi, des équipes de vente, je suis comme, OK, ça pourrait valoir la peine. Ça peut valoir la peine pour des marchés locaux. Mais à l'inverse, comment est-ce que mon marketing en amont, l'automatisation de mon activation client et mon succès client est le plus optimisé, histoire que demain matin, moi, il faut choisir une position où même si je n'ai pas de vendeur, il y a un risque un jour, on l'a vu avec la COVID, que du jour au lendemain, c'est 236% d'augmentation de demande. Est-ce que ta business casse? Fait que tu sais, je peux pas miser sur une approche de vente pour ramener ça sur le sujet, purement sur des vendeurs, parce que si en plus eux font le job,
puis qui génère du démo, et qu'il arrive quelque chose, et que organiquement, il en arrive le double, on a un problème de gestion de capacité à ce moment-là aussi. Donc, c'est de regarder qu'est-ce que vous faites présentement au marketing, c'est quoi les attentes que vous pouvez avoir en amont, et comment est-ce que les ventes, après ça, le processus de vente doit compenser pour le manque à gagner pour vos objectifs. Ça, c'est ma vision. Je suis très... Si tu crées de la valeur, si tu fais les choses pour la bonne raison, ton nom va se passer et il y a un potentiel de croissance organique. Que le bouche à oreille, que les gens te trouvent, que tu vas mettre à job. Donc, la fonction des vendeurs, pour moi, est de pallier au manque à gagner entre les initiatives organiques et les objectifs qu'on peut avoir. Une business qui n'a pas de marketing, mais que des vendeurs. Tout à fait. Vous allez ramer à contre-courant longtemps en esti, là. Parce que, je veux dire, mais ça marche vendeur... dans certains secteurs d'activité. Je sais pas lequel, mais je suis convaincu que ça marche. Ben, je veux dire, les secteurs d'activité, ça va être possiblement des affaires de salut, c'est toi qui est en train de bâtir les petits ressorts pour mettre dans des stylos. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de faire de marketing, t'es tellement niché que j'ai. Niché, exactement. T'as juste besoin d'une équipe de vente qui va appeler les 8 producteurs de stylos. T'es comme ça fait du sens. Mais reste que c'est vraiment pas représentatif de la masse. Donc, tu sais, vous avez tout le temps besoin de marketing minimal. Optimisez votre marketing pour que, après ça, le processus de vente soit facilité, puis gager combien de vendeurs que vous avez, puis encore une fois, c'est quoi l'impact qu'ils ont réellement sur du premier contact à la vente. C'est là-dessus que je pense que personnellement, je me baserais sur la commission doit-elle être agressive ou non. La vente dépend-tu beaucoup des ventes ou non? Ou non, oui, en effet. Ben, c'est là, on revient en fait. Si on peut conclure, parce que le temps file, mais on a toujours trop de choses à dire. Mais la rémunération de performance, pour moi, doit regarder il est où le bas qui blesse dans le modèle d'affaires. C'est quoi à quel point cette performance est nécessaire pour la survie ou le succès de mon entreprise. Puis en conséquence, tu mets le poids que tu y mets. Si c'est très fort, ben là, tu mets un plus gros poids. Puis si c'est faible, ben tu mets un plus petit poids. Exact. Puis c'est Charles, mettons, connaissant un petit peu ta business, je pense qu'un bon premier pas, mettons, de réflexion, c'est de dire, présentement, est-ce que j'ai déjà des initiatives, parce que, mettons, Catherine, c'est dans ton cas aussi, tu sais, si la business a déjà un certain succès grâce au bouche à oreille, est-ce que je serais prêt à donner une commission de référencement aux gens qui sont pas sur mon payroll, mais qui me drivent le business de même? Si tu 10, si tu 15%. Moi, ça, je le fais déjà. Ben, c'est ça, exactement. Mais à partir de là, je veux dire, tes ventes, c'est une prolongation de ça. Donc, à partir 100%. De là, si tu es à l'aise de donner 20% de commission de vente à des gens de l'externe qui drivent le business, tu devrais être à l'aise de donner 20% de vente à une personne. Sauf que là, sinon, c'est de voir, c'est-tu un gravy ou c'est dans la stratégie de compensation. Donc, est-ce qu'il y a un baseline plus bas et il est attaché à la performance avec le pourcentage qu'on donnerait avec des gens de l'externe, ou est-ce que c'est un 20% qui peut-être rendu là, justement, sert juste à l'équipe parce qu'on le sait que traditionnellement, les gens qui viennent passent toujours par le marketing avant de se rendre chez nous. Donc, donc, je ne sais pas si ça t'aide, Charles. J'espère que oui. On espère. Puis, on retient aussi équilibre entre individuel, équipe, puis tout ça. Donc, le purement individuel, je pense que toi et moi, du moins là-dessus, on s'entend que ça... Une portion individuelle, oui, mais 100%. Oui, mais exclusivement individuel, ça, non. Non. Je suis sûr que ça existe pas encore. Pas en 2022. Je suis sûr que ça existe encore, mais partir une business ou devoir implanter quelque chose présentement de zéro, moi, ce n'est pas dans mes considérations, ever. C'est sûr et certain. Moi non plus. Good. Fait qu'on va closer ça là-dessus. J'espère que ça a été utile. Si jamais vous avez, comme je l'ai dit en début d'épisode, des sujets que vous voulez qu'on couvre comme ceux-là, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur LinkedIn à Catherine, sur celui de Divergence, sur le mien, via LinkedIn. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous décidez du sujet de la prochaine capsule. À tout moment, ces éléments-là sont aussi sur YouTube, si jamais vous voulez voir de quoi avec nos grosses faces, plutôt que juste l'écouter dans votre véhicule. Des fois, on bouge pas mal, puis on fait des petits schémas dans les airs. Vous allez voir mon chien. Yes! Fait que là-dessus, on se laisse aller, puis on se rejase dans les 2 prochaines semaines. Yes, à bientôt. Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain.